Donc, merci de nous accueillir pour évoquer avec vous cette nouvelle table ronde qui fait finalement très bien la transition avec les précédentes conclusions finalement qu'on a pu aborder et découvrir avec l'intelligence artificielle. Puisque la télésanté, effectivement, c'est du numérique et toutes les questions, qu'elles soient éthiques, qu'elles soient changement, organisation, c'est tous des sujets finalement qui nous intéressent et qu'on va retravailler et développer avec vous cet après-midi. Donc la télésanté ou le numérique en santé, de manière plus large, finalement, comment est-ce qu'il s'insère dans notre stratégie de santé? Comment est-ce que les pouvoirs publics abordent cette question-là? Finalement, très simplement, puisque quand on regarde la loi Ma Santé 2022, quand on regarde les différents programmes nationaux de santé publique, finalement, ça se résume très facilement en 3 ou 4 objectifs. Le premier, et c'était également le cas pour l'intelligence artificielle finalement, c'est comment est-ce que le numérique en santé, comment la télésanté est en capacité finalement de résoudre nos difficultés d'accès aux soins et comment est-ce qu'on est en capacité d'améliorer finalement nos prises en charge, comment on est en capacité d'améliorer nos actions de prévention et de dépistage. Finalement, la télésanté, c'est ça qui est pas mal parce que ça permet finalement de s'affranchir des distances, à la fois géographiques, et puis également de s'affranchir, on va dire, des limites un peu temporelles, puisque ça rapproche les questions, on va dire, de diagnostic, essentiellement télexpertise. Je vais vous en dire quelques mots dans quelques instants. Et du coup, ça a la chance aussi d'améliorer peut-être, ou d'agir, on va dire, sur les inégalités de territoire, puisque grâce à la télésanté, on a la capacité finalement d'accéder à une nouvelle offre de soins qui n'est pas présente dans notre territoire de proximité. Et en ce sens-là, la télésanté permet du coup de maintenir à domicile un certain nombre d'usagers, de patients, de résidents, et d'accélérer finalement la pose de diagnostic. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de télésanté. Hier, on parlait de télémédecine. La différence entre les deux, c'est que tout simplement, entre ces deux périodes, il y a le Covid qui est apparu, certes, mais il y a surtout le télésoin qui permet, comme ça, aux auxiliaires paramédicaux, aux pharmaciens, aux infirmiers notamment, du coup, de réaliser des actes en télésoin, que ce soit de la téléexpertise ou des visios, pour accélérer les prises en charge. Donc finalement, c'est pour cette raison-là qu'on parle aujourd'hui de télésanté. Et quand on parle de télésanté, finalement, il y a deux pratiques finalement qui sont fortes et qui nous tiennent à cœur. Finalement, c'est la téléconsultation. Beaucoup d'entre vous ont pu l'expérimenter pendant la crise sanitaire. C'est simplement une visio qui nécessite d'avoir en temps réel, une présence d'un patient et la présence d'un professionnel de santé, donc plutôt médical. Ça, c'est ce qu'on appelle de la téléconsultation. La téléexpertise, qui est beaucoup moins connue, beaucoup moins pratiquée encore aujourd'hui, ne nécessite pas d'avoir le patient en présence, en temps réel, puisqu'on va s'appuyer finalement soit sur un paramédical, soit sur son médecin généraliste, soit éventuellement sur le personnel soignant d'un EHPAD, par exemple, pour transmettre des données de santé, que ce soit des résultats biologiques, que ce soit des examens d'imagerie, à un expert, à un médecin finalement qui sera situé à distance pour transmettre une interprétation, rendre un avis et donc finalement poser un diagnostic sur les données qui lui seront transmises à distance. Et l'intérêt de la téléexpertise finalement, c'est que je transmets mes données aujourd'hui, je sollicite mon avis aujourd'hui et demain ou après-demain, on va dire dans un délai de 72 heures, ça permet comme ça tout de suite de recevoir déjà une réponse pour orienter, on va dire, la prise en charge et le diagnostic. La télésurveillance, on parle aussi des fois de télésuivi, c'est de suivre à domicile un patient donc qui peut avoir du diabète, qui peut être insuffisant cardiaque ou insuffisant rénal. Et on a un certain nombre de dispositifs connectés qui permettent de mesurer un certain nombre de constantes. Et en fonction de ces évolutions, il y a des signaux comme ça qui vont être transmis à un médecin ou à un chirurgien pour ensuite adapter éventuellement la prescription ou éventuellement demander aux patients du coup, de revenir à l'hôpital.
Si on fait un focus du coup sur la téléconsultation, puisque c'est ce qui va être l'objet ici, qui va être décrit ensuite par les équipes de Pierre Buron, on voit que la téléconsultation, finalement, il y a 5 grandes phases qui sont importantes. Il y a avant la téléconsultation, pendant et juste après. Donc la téléconsultation, elle n'est pas éligible à tous les patients, elle ne concerne pas forcément toutes les pathologies et elle ne s'applique pas forcément à n'importe quel environnement. Et on a pu, je pense, tous le tester ou l'éprouver ces 2 dernières années. Donc c'est bien important finalement qu'on identifie bien tous ensemble, soignants comme soignés, finalement, quels sont les prérequis, les prédispositions finalement à la réussite d'une téléconsultation. Je passe sur la téléconsultation en temps réel pour plutôt ensuite m'attarder sur la fin de la téléconsultation, c'est-à-dire à un moment donné, une fois que ma téléconsultation est terminée, comment est-ce que je peux accompagner le patient, si je suis un professionnel de soins ou un soignant en EHPAD par exemple. Donc comment est-ce que je retransmets peut-être un certain nombre d'explications à la personne qui a réalisé sa téléconsultation. Une fois qu'on a décrit comme ça les différents aspects de la téléconsultation et puis de la télésanté de manière générale, c'était intéressant de vous donner quelques chiffres sur ce qui se passe dans notre région Centre-Val de Loire. Vous savez qu'on est tous marqués forcément par une démographie médicale, mais pas que, on va dire, de professionnels de santé très contraintes et de plus en plus contraintes sur les années qui vont malheureusement poursuivre. Donc la question qui nous intéresse, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce que la téléconsultation et la téléexpertise sont en capacité finalement de nous aider à améliorer ou à contribuer en tout cas à l'accès aux soins. On a 2 périodes finalement. Il y a avant le Covid, il n'y avait pas de téléconsultation, il n'y avait pas de téléexpertise ou très peu. Et puis 2020, 2021, effectivement, il y a eu un boom de la téléconsultation. Le téléphone permettait aussi de faire des téléconsultations. Et finalement, quand on regarde, on s'aperçoit que il y a plusieurs phases où les médecins, comme la population, finalement, testent, essaient de s'approprier cette nouvelle pratique pour comprendre dans quelle mesure est-ce que celle-ci est en capacité de s'intégrer finalement dans un parcours de santé, un parcours de soins et finalement dans des pratiques au quotidien. Et c'est ces aspects-là qu'il nous faut, je pense, encore collectivement travailler, que ce soit sur la téléconsultation ou sur la téléexpertise, pour chercher, je dirais, dans quelle mesure est-ce qu'on est en capacité encore d'aller plus loin sur essentiellement la téléexpertise. Quand on regarde du coup les chiffres, je pense qu'il y a 2 ou 3 constats comme ça qui sont importants. Déjà, sur les 300 000 téléconsultations qui ont été réalisées l'année dernière, on voit que la plupart sont réalisées en médecine générale, sans surprise, mais que aussi on a des pathologies, des spécialités finalement qui ont profité de la crise finalement pour se développer. Je pense notamment à tout ce qui était santé mentale, l'anesthésie, les sages-femmes, la gynéco-obs et la pédiatrie, où finalement, on s'est rendu compte que réaliser des téléconsultations avec ces activités-là, c'était des sujets qui marchaient plutôt bien. Et notamment sur la santé mentale, sur le trouble de l'autisme, ça marche particulièrement bien puisqu'on évite de déplacer finalement un patient qui reste finalement dans sa chambre ou dans son habitacle qu'il connaît. Et donc du coup, il se sent en sécurité et finalement, la téléconsultation porterait un certain nombre de fruits finalement sur cette situation-là. L'autre constat aussi qu'on fait, c'est initialement, la téléconsultation, c'est essentiellement fait pour des médecins finalement qui connaissent leurs patients, qui connaissent l'historique, qui connaissent finalement leur DMP par cœur. Dans la vraie vie, surtout dans notre région, on se rend compte que plus de 20% de notre population n'a pas de médecin traitant, éprouve un certain nombre de difficultés à trouver un médecin, on va dire, disponible à proximité. Et donc, finalement, se dit, tiens, pourquoi est-ce que la téléconsultation ne pourrait pas répondre à mes besoins ? Ça n'avait pas été imaginé comme ça à l'époque, sauf qu'aujourd'hui, on voit que c'est une pratique qui se développe. Donc la question qu'on se pose au niveau de l'Agence régionale de santé, c'est comment est-ce qu'on est en capacité finalement d'encadrer ces pratiques-là, à la fois pour sécuriser la prise en charge, mais aussi pour sécuriser, on va dire, toutes ces pratiques éthiques qui fait que la téléconsultation, je dirais, se développe aussi avec des médecins qui sont situés hors de notre région,
Donc c'est ce qu'on appelle un peu du télétravail comme ça qui se développe, qui rend bien service à un certain nombre de notre population, puisque quand on regarde sur les derniers chiffres de 2022, donc plutôt post-Covid, finalement, on voit que certes, nos médecins généralistes continuent de réaliser des téléconsultations. Il y en a quasiment 1 sur 3 qui fait au moins une téléconsultation chaque mois. Avant le Covid, on était à 3%, c'est 2-3%, donc c'était vraiment très faible. Et donc aujourd'hui, on voit que la téléconsultation reste intégrée ou s'intègre progressivement dans les pratiques. Par contre, l'élément nouveau, c'est que on a quasiment autant de téléconsultations faites avec des médecins hors de notre région, en parallèle finalement des téléconsultations qui sont réalisées avec des médecins situés dans nos 6 départements. Donc ça, c'est des sujets comme ça qu'on essaie de retravailler avec un certain nombre d'acteurs de la région. Voilà, j'essaie de passer assez vite. Je vous disais voilà, qu'au niveau national, finalement, on a 2-3 grandes directives. C'est comment est-ce qu'on utilise la télésanté pour agir sur l'accès aux soins. Au niveau régional, finalement, on s'est posé, nous, la question sous un angle un peu différent, essentiellement parce que quasiment tous les professionnels de santé qui voulaient tester la téléconsultation ont pu le faire pendant la crise. Et en plus, il y avait des exonérations, il y avait un certain nombre de possibilités qui étaient offertes. Un certain nombre d'entre eux on a identifié des freins ou des facteurs plutôt favorables à la pratique de la téléconsultation. Donc on voit bien que si jamais on veut encore franchir une étape supplémentaire, il va falloir qu'on travaille sur un certain nombre de prérequis, que ça soit technique, clairement la qualité de la visio, sur les fonctionnalités des logiciels, et puis je crois aussi sur des nouvelles organisations de travail qui permettent comme ça d'intégrer de la visio en parallèle ou en complémentarité de soins en présentiel. Et ça, c'est un gros challenge qu'il nous faudra travailler profession par profession, ou finalement, c'est situation par situation. Donc finalement, sur la téléconsultation, hormis peut-être apporter des expertises ou des conseils aux acteurs, aux établissements médico-sociaux ou sanitaires qui souhaiteraient se lancer dans une pratique de téléconsultation, on s'est dit au niveau de l'Agence régionale de santé, ce n'est pas forcément là-dessus que les acteurs et la population nous attendent. Il faut plutôt qu'on mette notre énergie sur tout ce qui va tourner autour de la téléexpertise. Et la téléexpertise, finalement, le projet sur lequel on est en train de travailler, c'est d'arriver à constituer des filières en dermatologie, en cardiologie, en gériatrie, en infectiologie, en santé mentale, donc sur différentes comme ça pathologies, pour disposer comme ça de pools finalement régionaux, d'acteurs libéraux, mais également qui travaillent en établissement de santé, qui vont être en capacité, comme ça, de rendre des avis à des sollicitations de médecins traitants, de médecins généralistes, ou d'EHPAD, ou finalement de n'importe quel professionnel de santé, puisque tous les professionnels de santé sont aujourd'hui autorisés à réaliser ou à demander des téléexpertises. Donc là-dessus, on mise fortement sur cette nouvelle pratique, déjà parce qu'elle va permettre d'agir sur la prévention, de faire du dépistage, et puis en parallèle, finalement, ça nous permettra aussi de faire du suivi de pathologies comme ça, de manière périodique. Donc on voit que là aussi, il y a, une nouvelle pratique médicale qui va apparaître et qui va forcément venir impacter nos organisations humaines et la pratique finalement médicale qu'on a pour soigner un certain nombre de pathologies. Donc voilà, sur les principaux éléments, je m'arrête là et puis je laisse la parole à Bernard Buron. Ah oui, quand même. Merci, M. Margrethe, de ce point de vue assez général, global et régional à la fois. Nous, ce qu'on va présenter là, c'est... en fait, vous avez, comme souvent les institutions, elles ont soit une phase d'avance ou une phase de retard, ça dépend. Je pense que vous avez presque une phase d'avance, parce que pour avoir de la téléexpertise, il faut quand même avoir vu un médecin. Donc ça, c'est bien. Et si ça peut s'accélérer, c'est parfait. Nous, on est sur une phase amont, c'est-à-dire à essayer de faire accéder par la
Donc c'est un peu cette expérimentation-là qu'on va vous présenter là. Donc on a fait une étude qu'on appelle contrastive des usages de téléconsultation dans 2 situations différentes. Dans des situations où il y a des professionnels de santé et des résidents, et dans des situations où il n'y a pas de professionnels de santé, c'est EHPAD et résidences autonomie. Donc, oui, je rappelle ça, c'est-à-dire que dans la problématique du Living Lab, cette problématique est en phase avec celle de la Haute Autorité de Santé dans son guide méthodologique sur l'étude de la cartographie des impacts des outils numériques. Bon, je trouve que nous, on a commencé en 2019 et la Haute Autorité de Santé l'a publié en 2020, mais ce n'est pas la question de la date. Mais la question, c'est bien quels sont les impacts que peuvent provoquer les outils numériques. Et j'ai repris 2 des critères de vigilance sur lesquels la Haute Autorité de Santé nous appelle, c'est-à-dire, elle nous dit au fond, les technologies numériques, les technologies de santé peuvent modifier le besoin en compétences, l'expertise requise pour la délivrance ou la réalisation des soins, les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être de l'acteur. Donc on ajoute un objet numérique dans des relations qui ne le sont pas. Et puis le deuxième critère, c'est que ça peut modifier la capacité de partage et de transfert des compétences, des connaissances, des savoirs, c'est-à-dire tout ce qui se passe, toute l'information qui circule dans une équipe de soins, tout un ensemble d'informations. Et quand on ajoute un outil numérique dans un circuit humain de communication, eh bien, ceux qui ont la mémoire de l'arrivée des réseaux mail dans les établissements et du bouleversement que ça a fait quand on a touché sans le savoir à des systèmes très complexes de circulation d'informations. Si on faisait aujourd'hui une cartographie de ce qui s'est passé, on verrait que ça a provoqué une amélioration de la circulation de l'information et une sacrée dégradation et des sacrées tensions entre les personnels. Et c'est pas, voilà, c'est cette vigilance-là que nous dit la Haute Autorité de Santé. Donc, on s'est donné une obligation, en fait on ne se l'est pas donnée, elle existe, hein, c'est qu'il faut respecter le parcours de soins, comme le dit le Conseil national de l'ordre des médecins. Et donc on a un dispositif qui va chercher à mobiliser en première intention le médecin traitant du territoire pour les téléconsultations programmées, avec la plateforme Médocteur qui s'exprimera tout à l'heure. Et puis, si le médecin n'est pas disponible, à ce moment-là, on a recours à un médecin de la communauté Médocteur dans du non programmé 24 heures sur 24. Donc, c'est bien l'idée de comment on peut améliorer dans les situations où le médecin n'est pas disponible. Donc, il y a un important travail de mobilisation auprès des équipes, auprès des médecins libéraux du territoire pour essayer de les embarquer. C'est des fois compliqué parce qu'ils ont des calendriers tendus et qu'ils n'ont peut-être pas une appétence très grande pour la téléconsultation. Ou peut-être parce que ça bouscule fortement des fonctionnements routinisés qui fonctionnent et qu'on ne voit pas forcément spontanément que ça peut améliorer. Donc, on a essayé de les mobiliser en leur disant vous n'interviendrez que sur des patients que vous connaissez dans les établissements que vous connaissez avec des personnels que vous connaissez, dans l'idée d'augmenter la confiance, parce que, évidemment, dans une téléconsultation, le médecin va déléguer à un autre professionnel qu'il ne connaît peut-être pas le soin de produire un certain nombre de données nécessaires pour faire son diagnostic. Et ça ne peut pas se faire sans avoir une confiance forte dans la qualité des données sur lesquelles le diagnostic va s'appuyer. Et puis un travail de mobilisation aussi auprès des autres professionnels des établissements pour les aider à penser une façon de travailler qui est nouvelle, qui bouscule des façons antérieures, qui déplace les responsabilités et qui, en apparence, a l'air simple. Quand on a tous fait des visios, enfin, mais quand on met dans le cadre professionnel, ça bouscule beaucoup de choses et il faut que chacun retrouve ses points de repère. Donc, là aussi, alors ça c'est l'idée qu'on essaie de développer, c'est que l'innovation, elle doit mobiliser toutes les parties prenantes. Toutes les parties prenantes, c'est évidemment les institutions, les financeurs, les entreprises, mais aussi tous les professionnels qui sont concernés. Et que cette mobilisation des professionnels est nécessaire pour avoir des innovations
qui réussissent et qui soient bonnes. Donc pour les professionnels, on les a formés et assistés pour les premiers usages. Un des éléments, c'était de participer à des séances de simulation pour tester. Au fond, comme on disait quand on était petit, on fait ça à blanc, pour de rire. C'est pas tout à fait vrai. Mais c'est presque vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. Ça modifie un peu la charge mentale. Et puis, pour essayer d'optimiser les solutions technologiques. Alors là, c'est important de construire des partenariats équilibrés avec les entreprises pour qu'on ne soit pas simplement le seul retour qu'on leur dit, ça ne soit pas votre truc qui ne marche pas, parce que voilà, sinon, ils ont bossé beaucoup et il faut respecter ça aussi. Donc, dans nos simulations, ce n'est pas simplement de trouver les impacts négatifs qu'auraient les technologies, les dysfonctionnements, mais c'est d'essayer d'inventer des solutions qui soient partagées par ceux qui participent, entreprises ou professionnels. Donc ceci a été exposé ce matin, je n'y reviens pas. Et puis, je donne juste un exemple de cette chose qui a l'air complètement simple, vue de loin, mais quand on se rapproche, en particulier des professionnels, c'est pas simple, c'est mais comment on fait pour prendre un rendez-vous? Quelle procédure de prise de rendez-vous qui va modifier la routine du cabinet médical, de la secrétaire médicale, de l'infirmière, etc. Et qui fait quoi? Le médecin, si on lui demande de se connecter à un Xème logiciel, outil de travail, il en est... Voilà. Et puis, c'est pas le travail du médecin de prendre le rendez-vous. C'est le travail de sa secrétaire. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre en place un système dans lequel on était le plus proche possible de l'état antérieur et des charges et des responsabilités de chacun. Alors, je donnerai juste deux résultats de nos travaux. Le premier résultat, il a l'air banal, mais en fait, il est extrêmement important. La première chose qu'ont fait les professionnels très vite dans les première simulation de téléconsultation, c'est de dire mais il y a des cas où on peut faire des téléconsultations, il y a des cas où il ne faut pas en faire. Donc, les cas où on peut faire, les cas où on peut faire, de sorte que ça a aussi comme effet de faire que ce n'est pas une solution qui va remplacer toutes les autres. Ça devient un outil de plus, possible, utilisable dans certains cas, la pertinence des cas étant délibérée par les professionnels eux-mêmes. Dans ce cas-là, c'est possible. Dans ce cas-là, il y a un avantage. Et pour citer la fin de ma phrase, là, ça va être très, très vite, s'il y a une suspicion d'AVC, de fracture ou une situation d'urgence, on ne réfléchit pas une seconde, on fait la seule solution qui soit efficace, on fait le 15 et on appelle les urgences et c'est eux qui sont capables de traiter. Donc, mais si on essaie de déconstruire ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ont fait les professionnels? Ils ont délibéré. Ils ont débattu collectivement, de manière pluriprofessionnelle, dans une situation qui est presque réelle, et surtout, ils ont réfléchi après les premières utilisations. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réfléchi à partir de ce qu'on fait souvent, on réfléchit à partir de ses représentations, son imaginaire, ses fantasmes, ou ses craintes. Là, ils ont réfléchi entre eux après des premiers usages, après une expérimentation. On a entendu ce matin des gens nous dire que j'y suis allé, je n'étais pas tellement favorable parce que j'avais une idée un peu stéréotypée, et on a eu cet effet de réalité. Évidemment, les questions éthiques ont été évoquées immédiatement, mais partout elles viennent. Est-ce qu'il est bien de remplacer la consultation avec un médecin présentiel par une téléconsultation sans médecin? Est-ce que c'est de la médecine à deux vitesses? Est-ce qu'il y a de la médecine pour les riches qui habitent en ville et qui ont accès à tout, même si ce n'est pas tout à fait vrai des fois en ville, mais enfin, au moins vu de la campagne, on a l'impression qu'en ville, il n'y a aucun problème d'accès à un médecin. Et surtout, c'est de se projeter après un usage, c'est-à-dire en connaissance de cause, pas tout, mais mieux, un peu mieux. Et donc se projeter dans un usage potentiel, dans son établissement, avec ses propres collègues, avec ses propres patients. Et quelquefois, on avait le sentiment que pour certains professionnels, c'était des fois la capacité d'embarquer ses propres collègues qui était plus compliquée que la pratique elle-même. Ce qui fait, ça change un peu le regard sur, au fond, quelles sont les difficultés à résoudre. Mais on ne fera pas l'économie des difficultés.
Donc, c'est une phase, cette simulation, ce temps-là d'usage, de pratique, de partage avec des professionnels qu'on ne connaît pas forcément. C'est un moment important pour commencer l'appropriation des innovations. Dans ce cas-là, au fond, la réflexion des personnes n'est plus la même. C'est la téléconsultation ou la télésanté, ce n'est pas uniquement une injonction qui vient de bureaucrates de l'ARS, du ministère, de je ne sais pas quoi, qui ne savent pas, etc. C'est une façon de faire qu'on peut expérimenter et qui, d'une certaine manière, et c'est un problème peut-être pour les institutions, qui va autoriser les professionnels à réfléchir à comment on pourrait faire autrement, ce qui posera bien à un moment la question de comment la réflexion de ces professionnels et finalement les prises d'autonomie qu'ils vont faire, ils vont s'autoriser à réfléchir, ça risque de rentrer en contradiction avec les cadres institutionnels ou les cadres des métiers. Mais donc, c'est d'arriver à penser l'innovation technologique comme un moyen de résoudre des difficultés, et pas comme une difficulté elle-même. Elle n'est pas seulement un obstacle, elle est potentiellement une ressource pour résoudre des difficultés qui existent indépendamment de l'innovation. Et puis, dans les exemples d'impact que donne l'ARS, d'une certaine manière, on est assez content parce qu'on a découvert, alors ça paraît simple, mais on a découvert comment un outil peut dégrader les compétences des acteurs dans son usage. Si l'outil n'est pas ajusté au plus près des usages des professionnels. Et pour que l'outil soit ajusté au plus près des professionnels, il faut que les concepteurs et les professionnels se rencontrent. Sinon, ça ne risque pas de tomber juste. Et ce qu'on a vu, c'est que, alors les médecins emploient souvent cette expression-là, l'algorithme, l'arbre décisionnel du médecin, la procédure intellectuelle qui fait qu'on arrive à son diagnostic peut être ou était perturbée par finalement la manière d'échanger entre les professionnels qui étaient dans une pratique non normée. Et donc on a vu comment un outil numérique peut dégrader la capacité à faire d'un professionnel. Alors, on n'a pas vu que le problème, on a vu aussi la solution, et c'est le deuxième résultat. Globalement, ce qu'on a vu, c'est que la version 1, je ne sais pas si c'était 1, mais la version de la plateforme qu'on avait, au fond, le scénario de ce qu'est une téléconsultation reproduisait une consultation classique en cabinet. La téléconsultation commençait, comme en cabinet, au moment où le patient arrive physiquement. Donc, il rentre dans le cabinet. Là, le médecin observe et puis il pratique l'interrogatoire. Il fait parler le patient pour savoir le patient ou son aidant. Et puis, quand au bout d'un certain temps, il va relever les constantes, pas trop tôt, on ne va pas prendre l'attention dans les 5 premières minutes, parce qu'avec le stress, c'est pas très bon, on essaie de rassurer le patient, etc. Et puis après, le médecin ausculte si besoin, il fait son diagnostic, il fait son ordonnance, etc. Et la consultation est finie. Donc ça, c'était au fond, c'était le scénario qu'il y avait dans la plateforme numérique. Il correspond à ce qui se passe dans un cabinet en vrai. Et on a vu que ce qui posait problème, c'est que la pratique de la prise de parole était peut-être pas très bien calée, que l'infirmière, le patient, tout ça parlait, que les informations arrivaient peut-être en désordre pour la structure de raisonnement du médecin, et que le médecin nous ont dit, voilà, ça parle trop, ça n'arrive pas au bon moment, il y a des informations que j'ai à la fin alors que j'aurais préféré les avoir au début. Et au fond, l'ordre d'arrivée des informations n'était pas le bon. Mais pour le patient ou l'infirmière, pour savoir quel est le bon ordre d'arrivée, ça veut dire qu'il faut qu'elle ait connaissance de l'arbre décisionnel du médecin. Alors après, on n'a pas fait grand-chose. Ça, c'est juste pour une illustration. Bon, je ne vais pas la laisser longtemps parce qu'elle illustre rien.
enfin, l'image n'est pas claire, mais c'est l'arbre décisionnel d'un médecin dans le cas d'une insuffisance rénale aiguë. Et donc, voilà, on voit que ça bifurque, c'est oui, c'est non, et si c'est non, ben, ça part ailleurs. Et puis, on a 3 sorties, l'IRA obstructive, l'IRA fonctionnelle et l'IRA organique. Bon. Qu'est-ce qu'on a proposé à nos partenaires médocteurs? On a proposé de séparer le temps de de séparer en 2 la séquence unique de la consultation. Ça veut dire qu'au fond, la téléconsultation commence plusieurs heures avant que le médecin voie le patient. L'infirmière a demandé, sollicité une téléconsultation. Elle aura lieu cet après-midi à 14h30. Elle a donc toute la matinée, quand c'est utile, quand le patient est disponible, pour prendre les constantes. Et puis, elle a tout ce temps-là pour renseigner dans la plateforme toutes les données, toutes les constantes qui vont bien, plus le petit résumé de pour quelles raisons elle sollicite la téléconsultation. Ce qui fait qu'avant même d'avoir vu le patient, le médecin a déjà toutes les informations pour faire son diagnostic. Alors, ça enlève de la pression à l'infirmière, puisqu'au fond, elle peut le faire dans la matinée. Parce que ce qui est toujours compliqué, c'est de synchroniser en même temps la disponibilité mentale du patient, la disponibilité mentale et physique de l'infirmière et du médecin, parce qu'il y a toujours des impondérables dans la vie d'un établissement. Il y a toujours des urgences, des choses qui ne vont pas, etc. Et que si le médecin le met en file d'attente 5 minutes, il n'aime pas trop ça, il a l'impression de perdre du temps. Donc là, quand la téléconsultation commence, le médecin, il a déjà son diagnostic. Pas tout à fait, mais presque. Et il va aller chercher les informations, c'est-à-dire il va reprendre la direction, il va reprendre le contrôle de l'ordre des informations qui lui arrivent, il sait ce qu'il cherche, il pose la question, l'infirmière lui répond, et ainsi le médecin arrive à rédiger sereinement en ayant maîtrisé le temps et accessoirement en ayant réduit la durée de la téléconsultation. Donc ces 2 exemples de modification ou d'adaptation des outils aux cultures professionnelles, voilà, le médecin, il a déjà tout avant de commencer. Donc, il a déjà fait son idée et il peut finalement faire l'ensemble de son travail et de manière sécure de cette façon-là. Et ceci pour dire que pour adopter, alors, un bon expert de la PHP dit que le problème en France de l'innovation, il est que l'innovation dans ces domaines-là, elle est pas mise dans le bon sens. On soutient les entreprises pour qu'elles innovent dans la silver economy. Mais elles innovent sans être en lien avec les professionnels et sans que ça soit des innovations qui soient construites par les professionnels. C'est peut-être construire pour les professionnels, mais pas avec eux et pas par eux. Et c'est un des facteurs, sans doute, qu'il faut modifier. Nous, c'est un peu, de manière immodeste, c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est qu'il faut faire travailler ensemble tous les acteurs de l'innovation, dont les utilisateurs, et sans doute, à un moment, faudra-t-il faire rentrer dans la boucle les patients ou les associations de patients, l'association pour que l'ensemble du débat puisse avoir lieu. Et ça permet comme ça d'avoir des innovations qui sont plus proches de la réalité des cultures professionnelles, parce que là, on en a une... Ce que j'ai évoqué là sur le médecin, sa façon de travailler, etc., c'est typiquement une culture professionnelle. Donc c'est cet effort-là qu'il faut essayer de faire. Et quand on le fait en bon partenariat, comme nous, on estime l'avoir fait, eh ben, ça se passe extrêmement bien. Et pour compléter, je vais passer la parole à Marion Leroux, directrice du pôle territoire chez Médocteurs. Et puis après, on aura l'avis de Sophie Cuba, qui est médecin et qui a participé activement à nos travaux. Bonjour à tous, donc Marion, côté Médocteurs. Quand Bernard m'a demandé d'intervenir, il m'a dit « J'aimerais bien que tu parles du point de vue du concepteur d'un outil de télésanté ». Et une fois n'est pas coutume, Bernard m'a posé une très bonne question. Et je me suis dit « Mais c'est vrai !»
C'est vrai. Quel est le point de vue d'un concepteur de télésanté aujourd'hui ? Ce qu'on évoquait tout à l'heure dans l'intelligence artificielle sur les questions d'éthique, finalement, on conçoit un outil. Ça m'a beaucoup interrogé aussi. Et aussi, on sait que c'est des acteurs qui sont assez nouveaux dans le paysage, donc on doit aussi se positionner, se placer. Alors je dirais en propos introductifs, pour donner un petit peu la vision de Médocteur là-dessus, sur son point de vue, je dirais que j'incarne un petit peu ce point de vue. Pas moi en tant que personne, mais par rapport à mon parcours, puisque je viens de la Caisse nationale d'assurance maladie, avec laquelle j'ai travaillé avec le ministère de la Santé sur les programmes article 51, où j'ai échangé en direct avec les professionnels de santé et où je travaillais beaucoup sur l'organisationnel et les process. Et Médocteur est venu quelque part me chercher pour impulser cette dynamique-là au sein de sa conception d'outils. Premier niveau de réponse, je dirais. À partir de ça, l'idée, ça a été de partager aussi un constat par rapport aux besoins d'innovation en santé. Aujourd'hui, il y a un dynamisme qui est fort sur ces sujets. On le voit, il y a beaucoup de colloques, d'instances qui se tiennent sur ces sujets. On voit qu'on a 3 niveaux aujourd'hui de besoins d'innovation en santé: thérapeutique, organisationnel et numérique. De par plusieurs facteurs par rapport à notre système de santé, l'accroissement et le vieillissement de la population, les maladies chroniques, les tensions budgétaires, les transformations des attentes des patients, mais aussi des professionnels de santé. Et donc, de ce fait, on doit être en capacité de répondre à ces besoins d'innovation. Nous, en tant qu'acteurs de télésanté, on peut aider sur 2 volets, organisationnel et numérique. Le thérapeutique, clairement, ce n'est pas notre sujet. Mais on sort quand même de cette logique où un acteur de télésanté ne doit faire que du numérique. On doit aussi réfléchir à l'organisationnel et tout ce qu'a évoqué Bernard sur la façon dont on a travaillé en commun, que ce soit avec les sociologues ou les médecins, pour essayer d'aider sur tout le parcours organisationnel. Donc initialement, Médocteur, on avait un produit qui était orienté sur du non programmé, qui mettait en lien un patient avec la communauté de notre médicale de Médocteur. Et Médocteur a souhaité justement une extension de service et s'ancrer vraiment au niveau territorial et d'avoir des recours à des PS du territoire pour sécuriser et s'inscrire dans le parcours de soins coordonnés. Ça, c'est très important pour nous et aussi pour moi, par ce que j'évoquais tout à l'heure sur mon parcours, pour éviter l'errance médicale. Donc l'idée de Médocteur, ça a été de se dire, OK, on fait un constat, on a des problématiques, pourquoi pas mettre en œuvre des expérimentations pour qu'on évalue à la fois notre outil, mais aussi les process. Et on a travaillé sur mettre en place des innovations tripartites en termes de parcours. Et notre volonté aussi, c'était de dire qu'il va falloir évaluer les bénéfices rendus de cet outil et de ces parcours. L'idée, ce n'était pas juste, je vais caricaturer, mais vendre un produit et voilà, et ensuite je fais le service après-vente rapidement. Non, vraiment, c'était vraiment de s'intéresser et de participer à cette construction. Alors, quelques éléments sur la thématique du grand âge, juste voilà, pour remettre un petit peu dans le contexte. C'est vrai qu'aujourd'hui, niveau national, on a 1,5 million de personnes de plus de 85 ans, on a 760 000 personnes en perte d'autonomie, on a 600 000 personnes accueillies dans 7 500 EHPAD. Donc, en gros, l'idée, là où il faut apporter l'innovation, c'est 1, il faut essayer de maintenir au maximum les personnes à domicile, et 2, essayer d'apporter du temps médical en EHPAD. Donc, nous, côté Médocteur, on a intervenu sur ces 2 axes, et on mène des expérimentations sur ces 2 aspects-là, avec différents partenaires sur le territoire. En l'occurrence, là, ce qui nous intéresse, c'est l'apportée du temps médical en EHPAD, donc l'axe 2, pardon. On a développé en fait une méthode d'accompagnement projet aussi, parce qu'on se rend compte que sur le terrain, alors là, en l'occurrence, en Centre Val-de-Loire, ils sont quand même, je dirais, bien équipés, que ce soit en chef de projet, en sociologue, en médecin, qui sont hyper dynamiques. Mais dans d'autres régions, on voit qu'il y a quand même un besoin fort d'être accompagné sur la gestion de projet. Parce que la gestion de projet n'est pas la compétence naturelle, je dirais, des professionnels de santé, ce qui est tout à fait normal. Et de ce fait, nous, on apporte aussi cette vision-là. Donc les phases clés en fait, de notre accompagnement projet, c'est tout d'abord un cadrage. On recense les besoins avec les professionnels de santé, avec les administratifs des établissements, et on mène des ateliers de co-construction pour créer des parcours innovants, ce qu'on évoquait ou ce qu'a évoqué Bernard juste avant.
Une fois qu'on a fait cette phase, on passe à une phase de conception. Donc, d'une part, on met en place une gouvernance. On peut aussi animer de nouveaux ateliers qui vont être plus sur la co-conception à partir de maquettes qui vont être réalisées par rapport à notre outil. Une fois que cette conception est faite et que l'outil est prêt, on passe en phase de déploiement, où là, dans ce cadre-là, on mène des formations. On anime aussi des instances de pilotage. On va essayer de trouver des moyens pour animer les usages, parce que j'y reviendrai après dans le retour d'expérience, mais c'est là aussi où c'est le plus compliqué, je dirais. Et on transmet des supports de communication pédagogiques, etc., pour l'ensemble des parties prenantes. Et enfin, on fait un bilan, parce qu'il faut essayer de quand même prendre du recul et analyser ce qui a été réalisé. Donc on analyse l'expérimentation et on pousse des perspectives. Donc pourquoi une méthodologie d'évaluation ? Parce que finalement, comme on l'évoquait, c'est des nouveaux usages, ça transforme les métiers, ça transforme le quotidien, on insère un nouvel outil, donc il faut essayer de comprendre dans quelle mesure finalement ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Mais d'un point de vue, encore une fois, organisationnel et numérique. Nous, côté Médocteur, on n'évalue pas la portée thérapeutique, je dirais, du process. On est vraiment sur orga numérique. Donc on a 3 types d'indicateurs. Indicateur de moyens qui va mesurer plutôt l'ensemble des moyens mobilisés pour atteindre les objectifs. Des indicateurs de processus qui vont mesurer vraiment les effets directs des actions dans le cadre du projet. Et des indicateurs de résultats sur l'intervention sur le public ciblé à plus ou moins long terme. Donc les expérimentations qu'on mène, elles suivent un protocole de suivi et d'évaluation assez strict, mais je dirais adapté à chaque expérimentation. Et à la fin de l'expérimentation, on sort un rapport d'évaluation qui va nous permettre d'ajuster le parcours qui a été testé aux besoins qui sont remontés du terrain. Ce rapport, il a aussi pour finalité d'être transmis au pouvoir public, également pour montrer finalement ce qui a été réalisé ou pas, ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, pour qu'on partage aussi les bonnes pratiques. Et derrière, ça nous donne aussi l'opportunité de construire des parcours qui sont prêts, entre guillemets, sur étagère, pour après aller voir d'autres établissements et leur dire, voilà, on a testé ça en Centre Val-de-Loire, ça fonctionne bien, si vous voulez, vous pouvez également le déployer chez vous. Rapide petite carte de France pour vous montrer un petit peu l'ensemble des sites sur lesquels on tient des expérimentations aujourd'hui. C'est juste pour vous dire que voilà, on est vraiment implanté en région et qu'on échange directement avec les professionnels de terrain et on se rend régulièrement dans les structures. Alors enfin, je voulais quand même faire un petit retour d'expérience par rapport à ce qu'on mène comme expérimentation aujourd'hui. En remontant un petit peu les difficultés, mais c'est plus pour des axes de travail, je dirais, par rapport à ce qu'on mène. Trois aspects de difficultés aujourd'hui dans le cadre de ces expérimentations. D'abord, animation des usages et conduite du changement. Clairement, Bernard l'a dit, on transforme des métiers. Donc c'est difficile le démarrage des usages. Même si les EHPAD sont fortement mobilisés et s'impliquent, on voit que c'est quand même compliqué de par leurs problématiques structurelles, manque de personnel, manque de moyens, etc. Ça engendre de la difficulté. On se rend compte, nous, avec le recul, que les cas d'usage qui sont au domicile des patients, de type SIAD ou EHPAD hors les murs, les usages sont un peu plus faciles. Ça se met beaucoup plus vite en place et on a plus d'usages. Comme recommandation, on se dit que c'est très intéressant d'avoir au sein de l'établissement un référent de type en général IDEC ou médecin coordinateur pour assurer cette conduite du changement au sein des structures, mobiliser les équipes, etc., les formations, relancer, etc. Donc ça, je dirais, c'est sur la partie conduite du changement. Sur la partie produit, donc de notre outil principalement, comme l'a dit Bernard, on a fait des évolutions dessus pour essayer de l'adapter au maximum aux usages, mais il persiste quand même des problématiques. Typiquement, notre outil il est quand même créé par des gens qui sont assez numérique friendly et on sait que les usagers ne sont pas forcément, ce qui n'est pas un problème, mais dans l'idée, il faut essayer de travailler à l'unification des interfaces, c'est-à-dire des URL et des accès, parce que s'il y en a différentes sortes, ça peut compliquer l'usage du professionnel, et ce n'est pas ce qu'on cherche à faire. Tout ce qui est authentification, côté administration, c'est-à-dire mot de passe, mail, etc., c'est des trucs bêtes, entre guillemets, mais en fait, on se rend compte que ça freine beaucoup les usages.
oublier son mot de passe, oublier le mail qu'on a rentré, etc. Et également, une chose qu'on a essayé aussi de travailler, c'est qu'il y a beaucoup de profils qui ont de multiples rôles au sein d'un établissement. Donc, il faut aussi adapter l'outil à ça. Et enfin, il y a un dernier frein qui, là, est souvent sur lequel on ne peut pas faire grand-chose, c'est technique. C'est qu'il y a des problématiques assez fortes techniques en EHPAD, notamment tout ce qui est en lien avec le Wi-Fi, le réseau. Voilà, donc il y a des travaux qui sont en cours dans beaucoup d'établissements pour essayer d'optimiser ça, mais c'est vrai que sans ça, le numérique ne peut pas forcément apporter l'aide nécessaire, puisqu'en fait, il y a déjà un présupposé de base qui n'est pas, c'est-à-dire l'accès au réseau et au Wi-Fi. Voilà, merci pour votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs du colloque de m'avoir permis donc de m'exprimer sur la télémédecine côté médecin. En tant que médecin, a fortiori spécialiste, on a en fait de la téléexpertise, on en fait depuis qu'on est tout bébé interne, puisqu'on donne des avis par téléphone à nos collègues qui sont dans les étages supérieurs ou inférieurs, voire dans un autre établissement. Et finalement, ça, c'est de la téléexpertise. On se faxe des électrocardiogrammes, on regarde des radios, etc., sans avoir forcément le patient. Donc, on fait confiance à notre collègue qui est à l'autre bout du téléphone. Après, j'ai participé à de l'élaboration d'algorithmes sur du télésuivi d'insuffisance cardiaque. Et puis, là, plus récemment, effectivement, j'ai fait partie de l'expérimentation. Je fais partie de l'expérimentation sur la télémédecine. Donc, le point de vue du médecin, c'est qu'on sait que notre système de santé, il est un petit peu malade en ce moment, pour différentes raisons. Donc, soit on le regarde comme ça, et puis on se flagelle, on s'apitoie sur notre sort, soit on se dit, il y a des solutions, et on essaye de voir comment elles peuvent s'articuler entre elles. La télémédecine, ce n'est pas la solution, c'est clair, à nos problèmes, mais par contre, c'est une des solutions, et je pense qu'on ne peut pas se priver de l'utiliser. C'est une solution parce qu'on a une vraie désertification médicale. On a un tiers des EHPAD qui n'ont pas de médecin coordonnateur et on a de plus en plus maintenant de patients, de résidents en EHPAD qui n'ont pas de médecin généraliste. Donc c'est un vrai problème. Vous savez qu'on a des difficultés à recruter des professionnels soignants avec une vraie crise des vocations. La population, elle vieillit et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc des patients polypathologiques qui ont besoin de médecins, il va y en avoir de plus en plus. Et puis, on a des professionnels qui commencent à s'épuiser, qui ne se sentent pas en sécurité dans nos établissements parce qu'ils se sentent surtout très seuls. Donc, je pense que la télémédecine, ça peut être une des solutions à ce problème. Encore une fois, on l'a bien dit, on l'a vu en simulation et Bernard en a bien parlé. C'est la solution, une solution, mais quand elle est utilisée à bon escient. Donc, si on prend un petit peu du côté des professionnels paramédicaux, en termes de simulation et de mobilisation des professionnels sur l'utilisation de la télémédecine, on peut se dire qu'au départ, on a eu du mal à les mobiliser parce qu'effectivement, elles sont dans leur quotidien avec leurs organisations, il faut faire les soins, etc. Donc, venir sur une journée de simulation pour un truc qu'on ne sait pas trop ce que c'est et encore un outil nouveau et encore un logiciel et encore un mot de passe, c'est pas forcément évident. Et puis pour les directions et les encadrements, nous libérer des professionnels alors qu'on n'en a pas beaucoup, c'est pas forcément évident. Il y a toujours la crainte face à l'utilisation de la technologie. Et puis, effectivement, il y a cette impression qu'on va faire de la consultation dégradée parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais le mieux, ce serait quand même qu'on ait un médecin qui passe. Alors oui et non, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se faire en téléconsultation sans que ce soit du tout dégradé et pour lequel on a beaucoup de points positifs. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est notamment le fait de ne pas déplacer un résident, je parle puisqu'on a un orthopédiste, un résident qui vient d'avoir une fracture et que l'orthopédiste veut revoir en consultation, mais il va falloir le mobiliser. Aujourd'hui, on peut faire une radio à l'EHPAD, lui envoyer et peut-être éventuellement faire de la téléconsultation avec un soignant qui pourra mobiliser le résident et probablement qu'on peut éviter d'envoyer le résident à l'hôpital et qu'il attende en salle de consultation. Après les simulations, moi j'ai trouvé des professionnels qui étaient ravis d'avoir pris ce temps
Et à chaque fois que je fais de la téléconsultation avec les différentes structures, les professionnels sont ravis. Ça rappelle tout le quartier des professionnels. On a plein d'infirmières, les aides-soignantes. C'est un peu l'attraction parce qu'effectivement, ils sont hyper fiers et hyper contents de montrer qu'ils font quelque chose de nouveau. Ça les rassure aussi d'un point de vue technique parce que finalement, voilà, ça n'a rien de très compliqué. On peut s'en servir très facilement. Et puis d'un point de vue fiabilité aussi, parce qu'ils voient que le médecin peut donner un vrai avis, et il participe même à l'examen du patient s'il y a besoin. Voilà. Donc je pense que c'est une vraie... en tout cas, les outils de simulation et le fait de commencer à en pratiquer de la télémédecine, ça a un fort impact sur les professionnels. Ça a un impact, je pense, et en tant que... Là, je prends la casquette plutôt de directrice médicale sur l'attractivité des métiers et la fidélisation de nos professionnels de santé. Je pense que ça a aussi un vrai impact d'utiliser de la télémédecine parce que ça les change un petit peu du quotidien. Alors pour les simulations, ça les sort complètement de leur quotidien, ça permet de rencontrer des collègues d'autres structures et de discuter qu'en fait on a les mêmes problématiques dans d'autres établissements. Et puis ils repartent en général reboostés en se disant « oui, c'était super sympa, je vais dire à mes collègues que soit elles viennent à la prochaine simulation, soit en tout cas je vais en parler ». C'est une belle façon de reconnaître aussi l'expertise de nos professionnels parce qu'elles participent à des nouvelles modalités de prise en charge, à des solutions. Ce sont les professionnels qui disent clairement en simulation, non, moi je ne ferai pas de télémédecine ou là oui, on pourrait faire de la télémédecine. Ah, j'ai d'autres idées. On a eu des professionnels aussi du domicile qui sont venus en simulation qui nous ont dit mais pourquoi nous on n'a pas ça au domicile, etc. Donc ça donne plein d'idées. Ça fait participer au projet. Et puis, vraiment, pour les soignants, j'en ai parlé un petit peu au début, mais c'est un vrai sentiment de sécurisation. Les soignants se sentent isolés, a fortiori la nuit, quand on a une aide-soignante dans un EHPAD. Eh bien, d'avoir une possibilité de téléconsultation rapide, ça les conforte déjà dans la qualité de leur prise en charge, parce qu'elles sont... Voilà, on a un vrai gain en termes du rôle de soignant et du sens qu'on donne à son travail tous les jours. On est moins isolé et puis ça peut être simplement une levée de doute et parfois c'est finalement simplement une rassurance du professionnel, du résident et on ne fait rien d'exceptionnel parce que le professionnel avait déjà trouvé la solution, déjà fait des choses et avait probablement déjà fait son diagnostic. Finalement, on est juste là pour dire oui, voilà, je suis d'accord, on fait comme ça et c'est bon, soit on peut programmer une consultation plus tard, soit on en reste là complètement. Alors du côté des médecins, c'est un petit peu plus compliqué. Comme vous l'a dit Bernard, on a eu plus de mal à les mobiliser. Leur crainte, c'est dans tous les papiers sur la télémédecine et de façon globale, c'est la sécurisation des données, c'est toutes les problématiques techniques. Aujourd'hui, dans les cabinets médicaux, des fois, on en parlait, mais l'Internet, etc., n'est pas forcément au top. C'est aussi la problématique d'avoir un logiciel métier dans lequel ils ont rentré leurs patients et puis ce logiciel de téléconsultation. Alors, certains logiciels font les deux, mais bon, ce n'est pas forcément toujours le cas. C'est cette distance qu'on peut avoir avec l'écran qui peut être un frein en disant qu'on ne peut pas mettre en place finalement cette relation de confiance qu'on a normalement quand on est en présentiel. Bon, quoique, je pense qu'on peut le faire, encore une fois, si on met bien tout le monde, si on positionne bien les professionnels à leur place pendant la consultation, c'est-à-dire que l'infirmière ne répond pas à la place du patient, que l'écran d'ordinateur, il n'est pas à 3 mètres du patient, il est vraiment à côté de lui. Je pense que cette relation de confiance, on peut la mettre en place. C'est ce risque d'erreur que les médecins redoutent. Je pense que pour faire de la téléconsultation, il faut avoir confiance en soi aussi, en sa façon de poser des questions, en sa façon de guider un autre professionnel. Un risque de surconsommation de soins, il y en a certains des collègues disent ça va être facile, hop, je prends rendez-vous en téléconsultation, on va voir de tout et n'importe quoi, donc finalement ça va nous surcharger encore plus. Et puis, une vraie problématique qu'on a vue chez les professionnels paramédicaux de mettre en place l'organisation qui permette correctement de faire de la télémédecine sans désorganiser tout le reste. Mais finalement, chez les confrères médecins, c'est pareil, c'est dans ma journée à fond la caisse, où est-ce que je vais caser de la télémédecine ? Et est-ce que ça ne va pas venir en fait en plus, parce que je vais toujours accepter autant de présentiel, et il faudra en plus que je case de la télémédecine.
Donc les solutions, on n'en a pas. Enfin voilà, c'est plus une discussion ouverte pour éventuellement des questions après. Mais aujourd'hui, on a quand même des solutions qui sont plutôt performantes et qui sont sécurisées au niveau des logiciels qui font de la télémédecine. C'est clair qu'il faut définir vraiment des cas d'usage. Il y a des cas pour lesquels, des pathologies pour lesquelles on ne sollicitera pas de la télémédecine, d'autres pour lesquels c'est tout à fait envisageable. Et il y a aussi des patients pour lesquels ce n'est pas la peine d'aller faire une consultation. Moi, j'ai fait une téléconsultation avec Châteauroux pour un patient sourd, mais complètement sourd, ça n'avait aucun intérêt. Donc on a arrêté la consultation et ça s'est terminé en consultation présentielle. Mais il faut vraiment bien choisir ces patients et puis bien choisir les pathologies et les cas qui permettent de répondre à la question posée par le soignant. Vu le bénéfice, je trouve que les professionnels de santé récupèrent de ces séances de simulation, je pense qu'il serait vraiment intéressant de mettre en place des séances de simulation pour les médecins, pour leur montrer finalement comment organiser cette consultation, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, dédramatiser un petit peu la solution, leur faire comprendre que voilà, on n'est pas à fond téléconsultation pour tout, mais qu'il y a des cas d'usage. Alors probablement, effectivement, de ces séances de simulation, elles ne vont pas se faire l'après-midi, parce que mes confrères, voilà, peut-être qu'il leur faut le samedi, le soir, voilà, sur des périodes plus courtes que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut vraiment leur montrer, et pour qu'ils s'approprient cet outil, leur montrer comment est-ce qu'ils peuvent organiser en pour de faux, comme tu disais Bernard, et sans avoir le patient, et du coup que ça désorganise complètement la journée, parce qu'on est en retard, parce que le patient il prend 3 heures, et qu'au final je vais devoir prendre ma voiture pour aller à l'EHPAD voir le patient. Voilà, donc je pense que c'est un certain nombre de questions qu'on peut soulever et des choses à mettre en place. Je vous remercie. Bien sûr, on a 2 minutes de retard sur l'horaire, mais on a le temps de prendre quelques questions quand même. Il marche ? Oui. Je voulais savoir, parce que justement l'accès aux soins est compliqué au niveau libéral. Après, il y a une autre problématique, c'est les différentes plateformes utilisées pour accéder à un médecin. Et du coup, ma question, est-ce que ça ne pourrait pas être harmonisé par l'ARS ou par je ne sais pas quelle instance, parce que moi-même, je suis perdue pour prendre mes rendez-vous. J'ai déjà différentes plateformes pour mes différents médecins qui me suivent. Et du coup, comment vous favorisez l'adhésion du médecin à telle plateforme ou à telle plateforme ? Enfin, en gros, ma question, c'est comment harmoniser les différentes plateformes pour n'en avoir qu'une pour le patient. On prend plusieurs questions ou on y répond tout de suite. Effectivement, pourquoi pas un seul logiciel ? En fait, il faudrait un logiciel qui réponde aux besoins métiers des pharmaciens, des médecins généralistes, des infirmiers, des EHPAD, des nombreux hospitaliers. Bref, un logiciel multifonction, un peu couteau suisse. En fait, on n'a pas trouvé. Les concepteurs n'ont pas trouvé. Donc, il n'y avait pas d'autre choix, effectivement, que de laisser faire le marché, finalement. Qu'ont fait les ARS, qu'ont fait les ARS et la puissance publique depuis, on va dire, 10-20 ans. Il faut reconnaître que sur le numérique, on a certainement eu un wagon de retard, en fait, un train de retard même complet. On a essayé de le rattraper avec le Ségur du numérique là, il y a 2 ans. Et au final, initialement, on a dit on laisse les régions partir, donc soyez innovants. Donc il y a des plateformes régionales de télémédecine qui ont vu le jour. Donc il y en avait quasiment une dans chaque région. Et donc finalement, il y avait un peu cet outil un peu universel comme ça qui pouvait répondre à l'ensemble des besoins métiers de chaque professionnel. Et puis en fait, on s'est vite rendu compte que les sages-femmes, elles, voulaient une visio, mais voulaient faire des séances collectives, que le médecin du SAMU ou un autre médecin voulait un logiciel qui soit intégré à son logiciel métier. Et puis finalement,
chaque professionnel avait des contraintes. Il fallait que le logiciel de visio soit aussi interfacé ou connecté à son logiciel de prise de rendez-vous. Donc finalement, on a bien vu en fait que même si tous les prérequis techniques n'étaient pas présents, on va dire, entre 2013 et puis aujourd'hui, finalement, l'outil régional, en fait, je crois qu'il a vécu. Et a fortiori qu'aujourd'hui, on a une doctrine nationale en numérique qui a été mise en place et qui demande justement à la puissance publique, aux régions, à l'ARS, de ne pas évincer donc le secteur privé. Donc finalement, c'est de favoriser la concurrence, de favoriser la créativité, l'innovation, la recherche. Et on voit bien que aujourd'hui, il y a près de 150 éditeurs qui proposent des solutions de téléconsultation. C'est énorme. Donc, c'est très bien parce qu'en 2013, ça se comptait sur les doigts d'une main. Donc il fallait forcément franchir une étape. Et aujourd'hui, je pense que le marché va s'autoréguler, que les acteurs en santé, en 2013, pas grand monde savait ce que c'était que la télémédecine, on n'entendait presque pas parler. Donc c'était compliqué de construire des outils par des professionnels de santé qui eux-mêmes n'avaient pas forcément une trajectoire très claire sur ce qu'ils voulaient en faire. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des professionnels de santé qui ont testé l'outil, qui ont testé des outils et qui ont une vision très claire de ce qu'ils veulent faire et surtout comment ils veulent le faire et avec quels outils, avec quel interfaçage. Et donc, finalement, c'est assez logique que les plateformes régionales qui existaient aujourd'hui, finalement, elles ont permis comme ça de lancer la démarche, de tester un certain nombre d'innovations, de faire pourquoi pas aussi des simulations. Et il est temps peut-être justement aujourd'hui que la sphère publique finalement se retire progressivement d'offrir comme ça, de ne plus offrir une plateforme régionale sur la téléconsultation pour justement laisser la place à des sociétés comme Médocteur ou d'autres qui vont proposer finalement des solutions plus personnalisées et qui correspondront davantage finalement aux besoins de chacun. Par contre, sur la téléexpertise, j'en reviens, là on a besoin de mettre en place des filières, de les structurer entre les EHPAD, les médecins traitants, les infirmiers, les médecins spécialistes. Et donc là, il faut qu'on ait un outil régional qui permette justement d'avoir l'ensemble des acteurs sur la chaîne et du coup de les solliciter. Donc là, sur le coup, il y a un outil comme ça commun aujourd'hui qui permet de travailler. Je crois que vous vouliez compléter. Ouais. Ça marche ? On m'entend ? Oui. Oui, juste pour compléter, et en fait, on sait qu'aujourd'hui, l'un des grands enjeux du numérique en santé, ça va être l'interopérabilité, en fait, parce qu'il y a énormément d'acteurs, effectivement, et même si moi, je fais partie d'un acteur, je suis aussi une usagère, et je me dis, voilà, il faut à chaque fois que je change, etc. Et donc, je partage, mais effectivement, je pense que ce qui a été dit sur l'autorégulation de marché, je pense que c'est en train de se produire, effectivement, on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se font absorber, etc. Mais l'interopérabilité, on sait que c'est l'enjeu d'aujourd'hui. Enfin, actuellement, beaucoup d'acteurs se penchent dessus pour justement éviter ces problématiques de tout ce qui est siloté, quoi, quelque part. Oui, une intervention à deux voix, une remarque de mon côté et puis une question de ma collègue. Juste sur une des slides, alors on le dit depuis ce matin, sans doute le système de santé connaît des turbulences sur la crise évocation. En fait, nous, c'est quelque chose qu'on ne repère pas sur nos filières de formation. Là encore cette année, pour les 1300 places qu'on a dans les IFSI de la région centre, on a 7000 candidats. Et en fait, on se rend compte, c'est après que le système vient à être plus complexe pour ces apprenants et qu'ils ont du mal à perdurer dans la formation ou dans l'exercice de la profession. Mais la crise de vocation serait intéressant à questionner parce que, en tout cas, nous, sur les chiffres et les indicateurs, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on perçoit à ce jour. Et alors moi, c'était plus une remarque relative à la redéfinition des organisations et des savoirs professionnels. Est-ce que vous avez pensé dans vos parcours à interroger les IPA, les infirmiers de pratique avancée, puisque c'est une nouvelle formation qui maintenant prend de l'ampleur, avec un objectif d'augmentation des quotas jusqu'en 2025 de manière assez importante? Alors sur la crise des vocations,
la télémédecine n'est pas limitée aux infirmières et on sait que les instituts d'aides-soignantes sont quand même en grande difficulté puisqu'il y a quand même certaines promos qui risquent de ne pas ouvrir vraisemblablement à la rentrée de septembre, hein, d'après ce qu'on nous a dit quand on cherche des soignants. Donc je pense qu'il y a malgré tout une crise un petit peu des vocations et puis effectivement après il y a un essoufflement avec des professionnels, des étudiants qui n'arrivent pas au diplôme et qui n'exercent pas avec un diplôme. Après, en ce qui concerne les IPA, alors nous, il se trouve qu'en Vige 3, Centre Val de Loire, en tout cas, nous n'en avons pas. Maintenant, c'est un projet, effectivement, oui, c'est assez récent malgré tout. Les premières promos, enfin voilà, elles datent de 1 ou 2 ans. Il se trouve, il y a une question très, très, très pratique. Alors, vous allez me dire, c'est bête, mais c'est vrai. C'est qu'aujourd'hui, dans nos conventions collectives, il n'y a pas IPA. Donc, voilà, techniquement, d'un point de vue purement RH, c'est quelle rémunération on met pour ces personnes-là. Voilà, maintenant c'est un vrai projet et je pense que oui, il faut qu'on les intègre dans nos structures. Je pense que c'est pas forcément elles qui feront de la télémédecine tout le temps, parce qu'encore une fois, elles ne seront pas là la nuit et elles ne seront probablement pas là le week-end. Mais par contre, ça peut être une autre solution. Quand on n'a pas, enfin voilà, si elles ont cette coopération avec le médecin généraliste, elles peuvent intervenir, alors pas à sa place, mais en tout cas sur certaines pathologies et globalement sur nos pathologies de patients âgés. Donc je pense que ça c'est un vrai plus, c'est une autre solution. Et après elles peuvent aider des équipes à s'approprier la télémédecine. Mais je pense qu'il faut quand même, si on veut être attractif pour les infirmières aussi et les aides-soignantes, il ne faut pas que la télémédecine soit l'apanage de l'IPA. Je pense qu'il faut que ce soit encore une fois une aide, une autre solution que la télémédecine, une aide à implanter cette solution dans les structures. Mais voilà, ça ne peut pas être que l'IPA, puisque de toute façon, l'IPA, elle ne sera pas là 24/24, quoi. Oui, peut-être compléter effectivement les IPA, les infirmiers en pratique avancée, les assistants médicaux. On voit qu'il y a des nouveaux métiers comme ça qui émergent et c'est très bien ainsi. Donc ça suscite encore ça permet à notre organisation, à notre système de santé comme ça de s'adapter et de voir finalement comment est-ce qu'ils peuvent s'emparer des outils numériques. Et autant effectivement la télémédecine, c'est peut-être pas l'outil, on va dire. Prédisposé, on va dire, pour les IPA, mais par contre, peut-être qu'on peut imaginer des protocoles de délégation de tâches entre un médecin et un infirmier ou un IPA, justement, pour peut-être rendre un certain nombre de téléexpertises. Et je pense surtout des pathologies qui tournent autour de la plaie, cicatrisation. Il y a un certain nombre d'expérimentations comme ça qui voient le jour. Et donc, du coup, là, pour le coup, ça peut créer une vocation nouvelle, justement, donc enrichissante, je pense, individuellement pour l'IPA ou l'infirmière. Et puis, en même temps, soulager les dermatologues qui manquent sur notre région. Ou de l'autre côté, je pense aussi aux assistants médicaux. Vous parliez tout à l'heure de préparer en amont les téléconsultations. Effectivement, donc avoir réglementairement ce que peut faire un assistant médical, ce que peut faire un infirmier ou ce qu'il ne peut pas faire, parce que prendre des constantes, c'est possible sur certains sujets, mais sur d'autres, typiquement un stéthoscope, voilà, il faut quand même encadrer comme la pratique. Mais on voit qu'il y a des nouvelles comme ça possibilités pour optimiser comme ça le temps médical. Mais il faut aussi avoir le souci après de valoriser finalement la pratique de l'ensemble finalement des professionnels de santé. Et c'est ça qui fait que la télémédecine fonctionne dans certains endroits et ne fonctionne pas dans d'autres, parce que derrière, c'est quel est l'intérêt global, quelle est finalement la balance gagnante-gagnante ou bénéfice-risque finalement pour l'ensemble des acteurs. Et je crois que le sujet, c'est plus de savoir si la télémédecine marche ou pas. Je crois qu'elle a fait ses preuves. Maintenant, je pense qu'il faut faire connaître les cas d'usage, les situations qui fonctionnent bien, celles qui fonctionnent moins bien, et surtout les prérequis qu'il nous faut travailler les uns avec les autres, travailler sur les questions de culture, de formation, beaucoup. Je crois que c'est comme la chirurgie ambulatoire il y a 10 ans. La chirurgie ambulatoire, ça effrayait.
les chirurgiens, notamment, enfin pas que, tout simplement parce qu'on n'avait pas les codes, on n'avait pas la formation, on n'avait pas le circuit organisationnel. Et puis aujourd'hui, finalement, on s'aperçoit que l'entrée privilégiée dans un certain nombre d'établissements de santé, c'est par un parcours programmé certes, mais surtout par la porte chirurgie ambulatoire, et la chirurgie conventionnelle devient presque l'exception. Donc on voit qu'en 10-15 ans, on a franchi finalement culturellement des pas de géant. Et sur la télésanté, la télémédecine, c'est la même chose. On a des établissements de santé qui commencent à se dire tiens, pourquoi est-ce que je ne ferais pas un guichet unique de télésanté ou une organisation, un secrétariat un peu générique comme ça de télésanté ou d'admission. Et puis finalement, en fonction du patient, comme sur une opération chirurgicale, tiens, est-ce que ce patient-là, il relève d'une prise en charge programmée ou d'une conventionnelle ou ambulatoire? Tiens, est-ce qu'il relève d'une consultation en présentiel ou en distanciel? Et finalement, le fait de se poser les questions et puis d'avoir forcément les organisations qui vont bien. Ensuite, pour que les circuits soient fluides, c'est comme ça qu'on réussira. Ça, c'est valable pour l'hospitalier, et puis pour la ville, pour le libéral. Là, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes organisations, parce que les libéraux, ils sont souvent tout seuls ou trop seuls. Donc finalement, c'est comment est-ce que la télé-expertise, peut-être davantage, va pouvoir les aider. Et là, on est convaincu que le fait d'avoir des résultats rapides après la transmission d'éléments, de données de santé, ça permet de faire progresser, ça permet de faire monter en compétence le médecin généraliste ou même l'infirmier qui va solliciter comme ça une demande d'avis. Donc c'est tout ça qu'il nous faut travailler et faire savoir. Il y a des questions là. Moi, c'est une remarque que je voulais pointer. Dans l'exposé qui a été mené, j'ai été rassurée par 2 points. Le premier qui est qu'on ne doit pas rester passif devant une situation de crise et on doit pouvoir trouver les moyens, on doit pouvoir trouver des ressources. Et le deuxième, c'est savoir entendre les craintes qui ont été exprimées par une profession qui a une véritable déontologie et qui sait quels sont les enjeux qui sont derrière cette démarche. Ce qui a permis aux personnes qui ont accompagné ce changement de mettre en place des principes de précaution et de travailler au plus près du terrain. On est tous concernés par le numérique dans les grosses entreprises et on voit débouler des applications qui s'appellent Orphea, Nymph. Je ne vous explique pas, il y en a un paquet, ça change tous les 3 ans. Ça nous impose une activité professionnelle qui est complètement décorrélée de la fin, de la finalité de notre activité. On voit des professionnels être contraints par une application et devoir travailler en parallèle, en douce, ce qui masque complètement l'analyse des réels. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à ajouter à cette prise de parole, parce que effectivement, on a tous, si on regarde bien dans nos organisations respectives, vu arriver des solutions logicielles qui ne sont pas des solutions mais des problèmes. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, faut essayer de faire que la solution soit une solution, qu'elle aide à résoudre des problèmes et qu'elle en crée le moins possible. Je rebondis sur la question de... Effectivement, on a tous un rêve d'une solution unique qui marcherait pour tout le monde. Mais en fait, c'est vrai que chaque écosystème, chaque spécialité a sans doute des contraintes spécifiques. Parce que plus on fait gros système, c'est un peu ce qui avait été fait avec les solutions de plateformes régionales. C'est tellement gros et il y a tellement de demandes contradictoires des utilisateurs. Alors, c'est tellement gros et dans des marchés publics qui rend presque impossible le fait d'adapter aux besoins. Et quand il y a 50 besoins différents, il est presque impossible pour les concepteurs de maîtriser la chaîne de toutes les modifications, parce qu'effectivement, ça a été bien dit, chaque spécialité a des besoins différents et peut-être qu'il faut plusieurs outils. Après, la solution de l'interopérabilité, c'est celle dont on rêve tous, même si on fait dans sa vie personnelle, sans outils professionnels. L'expérience de l'interopérabilité, c'est quand même
toujours, je vais le dire positivement, ça reste un objectif. C'est pas toujours une réalité. Non, pas tant. Alors, y a-t-il d'autres questions? Non, eh bien, merci. Alors là, c'est un bon moment, c'est la pause. Pour ceux qui ont besoin de se ventiler un peu, parce que ça commence à être dur. Vous avez rendez-vous... Bernard, oui. Il y a une dernière question d'une sociologue. Hein? Pardon. Ah ben, on m'avait dit qu'il n'y en avait plus, j'étais heureux. Mais... Tu m'entends, Bernard? Merci Céline de nous en rajouter une. Excuse-moi, j'avais levé la main, personne ne m'a vu. Donc merci pour vos présentations. En fait, Plus près. vous parliez que la téléconsultation fonctionnait bien, notamment que ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas à vérifier, sauf que quand je regarde vos slides de départ, en fait, on voit qu'il y avait 300 000 téléconsultations au moment du confinement et qu'aujourd'hui, alors certes, on n'est qu'à la moitié de l'année, mais j'ai vu 21 000 téléconsultations. Il y a quand même une baisse conséquente. Et là, ça pose la question, effectivement, de l'adhésion des professionnels. Alors, certes, on n'est qu'à moitié de l'année, hein, on n'est qu'au mois de juin, et les résultats, je ne sais pas les chiffres, à quel moment vous les avez pris, mais si c'est depuis le mois de mai, ça fait 5 mois dans l'année, en gros, on constate quand même une forte baisse. Donc, ça pose quand même la question encore des professionnels et de l'adhésion des professionnels, je pense, qui est essentielle à prendre en compte, et pour faire des recherches, notamment avec Jean-Philippe, Bernard, et d'autres collègues, hein, médecins, sociologues, sur l'installation notamment des jeunes médecins en exercice libéral, on voit bien que la téléconsultation, c'est quelque chose qui a été effectivement fortement mené lors de la période du confinement. Et nos jeunes médecins, aujourd'hui, après coup, lorsqu'on les réinterroge, ils ne pratiquent plus du tout. En tout cas, ils hésitent vraiment à repratiquer la téléconsultation. Certains vont, par rapport à leur emploi du temps, éventuellement, comme ils travaillent 4 jours sur 5, en général, le jour off, faire quelques téléconsultations, mais autrement, c'est quelque chose qu'ils ont perdu aujourd'hui dans leur pratique. Donc, c'était peut-être des pratiques émergentes liées, effectivement, à une épidémie, à un contexte particulier. Maintenant, savoir si c'est quelque chose quand même qui se maintient, qui fait partie des pratiques professionnelles qui perdurent, c'est une vraie question pour moi et je me la pose encore. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est le patient. On a commencé le colloque avec le patient et en fait, là, on parle effectivement des plateformes, des organisations professionnelles, mais on n'a pas du tout la perception, le point de vue du patient, en fait, dans tout ce que l'on a dit là par rapport aux différentes présentations. Donc voilà, où vous mettez le patient, là, par rapport à tout ce que vous nous avez dit, certes, il y a les professionnels, il y a les plateformes, il y a les concepteurs, mais encore une fois, le patient, je pense que là, on l'a un peu oublié aussi, en tout cas, dans ce qui nous a été présenté là. Voilà. Merci Céline. Il faut toujours une question qui pique un petit peu. Alors moi, juste 2 points. Un point rapide sur les chiffres de nombre de téléconsultations. Il ne faut pas oublier qu'il y a une période totalement exceptionnelle avec le confinement, puisque les médecins se sont retrouvés dans une situation en fait de dilemme éthique, puisque les cabinets étaient fermés, ils n'avaient plus leurs patients, ils ne pouvaient plus. Et donc, dans ce cas-là, évidemment, la seule solution, c'était des téléconsultations, y compris par téléphone. Certaines ont bien réussi et d'autres moins, mais voilà. Mais c'est une situation complètement exceptionnelle. Et on ne peut pas lire le retour à la normale qu'à partir de ce qui s'est passé de manière complètement exceptionnelle. Après, tu dis où est le patient. Nous, effectivement, on s'est questionné et on se questionne principalement sur comment les professionnels peuvent s'embarquer dans la chose. Le patient, le plus souvent quand il fait une téléconsultation, c'est qu'il n'a pas le choix. Ce n'est pas un choix pour le patient. Ou plutôt, c'est la téléconsultation ou rien. Et donc, dans ce cas-là, moi, personnellement, je ne suis pas très favorable à la téléconsultation, encore que je n'en ai jamais fait. Pour moi, je m'entends. Mais quand on a que cette solution-là, c'est beaucoup mieux que rien. Et moi, je plaide pour qu'on
réfléchissent pas sur un spectre complet. Les questions se posent de manière plus concrète que de manière générale. Voilà, donc le résident qui, dans un EHPAD, a une téléconsultation, plutôt que d'aller aux urgences, que de stationner 8 heures dans les urgences, où il n'est pas pris en charge, où il est tout seul, etc. C'est moi qui le dis, et on laissera Sophie répondre sur ce point de vue, mais c'est sûrement mieux une téléconsultation qui évite un voyage inutile aux urgences. Parce que le voyage aux urgences, c'est pas non plus un truc très favorable. Surtout au moment du retour. Enfin, à l'aller, au retour d'ailleurs. Les représentants d'usagers qu'on rencontre aussi régulièrement sur ces questions-là sont très clairs. Ils distinguent les territoires où il y a des médecins disponibles et puis les territoires où il n'y en a pas. Et ensuite, la capacité du patient à se déplacer. Et donc, on voit bien que selon finalement les situations, finalement, on est plutôt sur des non-choix, mais on est quand même sur des adhésions quand même assez fortes des patients. Pourquoi ? Selon moi, parce qu'en fait, il y a un effet d'apprentissage. Autant le médecin téléconsultant est lui aussi en situation un peu de stress peut-être au début, mais le patient, c'est la même chose. Il se dit, mais est-ce que j'ai bien tout raconté à mon médecin ? Et on voit bien que finalement, mois après mois, on a un effet d'apprentissage. On voit bien que voilà, pour une piqûre de tique ou une plaie, finalement, une visio, c'est très facile et ça évite d'encombrer les urgences, surtout quand on les aperçoit un vendredi soir. Par contre, effectivement, sur une bronchite, pour l'instant, les smartphones ne permettent pas de faire des explorations au fond de la gorge. Donc, les patients savent assez bien identifier les sujets. Et après, effectivement, il y a tout ce qui est un peu les sujets frontières. Et puis, on va dire la mauvaise télémédecine. Mais encore une fois, c'est qu'entre zéro réponse médicale, une réponse téléphonique au SAMU ou une visio, ou faire 50 km, finalement, le patient ou la famille, des fois, arrive à faire son choix. Par contre, l'enjeu de tout le monde, c'est d'arriver à disposer d'une organisation éthique. Et ça, je crois qu'au niveau français, sur la doctrine, il y a une doctrine numérique qui a été mise en place, mais il y a aussi des travaux sur l'éthique au niveau France et au niveau européen, d'ailleurs, pendant la présidence française, qui émergent et qui essayent d'irriguer, je dirais, l'ensemble de la chaîne jusqu'aux éditeurs, parce qu'on voit bien qu'il y a une prise de conscience quand même globale et que s'il n'y a pas une question... si le sujet éthique et sur le sujet de sécurité des systèmes d'information, d'hébergement de données, si ces trois sujets-là ne sont pas réglés, il n'y aura pas d'adhésion et il y aura un rejet assez fort du numérique. Et comme le numérique coûte très cher, ou l'intelligence artificielle aussi coûte très cher, je pense que personne ne veut se louper sur ces questions-là. Donc en même temps, tout le monde se tient. Le médecin téléconsultant, le patient veulent des choses qui répondent bien à leurs besoins. Donc il n'y a peut-être pas une autorégulation comme ça du marché, mais on évite, je crois, de passer à travers on va dire de gros problèmes. Ouais. Très rapidement, parce que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, peut-être est-ce que les centaines de milliers de téléconsultations qui ont été faites au moment du Covid, c'était un gage de qualité ? Est-ce que c'est ça qu'on veut obtenir aujourd'hui ? Je ne pense pas. Je pense qu'on veut répondre à une problématique qui est l'accès aux soins et éviter la rupture de parcours. Et après, peut-être que comme c'est une nouvelle façon de faire de la médecine, c'est aussi à intégrer dans les formations. Donc c'est aussi quand on va être en stage d'interne qu'on va voir le senior faire de la téléconsulte et que du coup, nous, on sera pas forcément, l'interne ne sera pas forcément en salle ou voilà, il pourra aussi avoir ces moments où il téléconsulte avec son senior pour lui montrer comment est-ce que c'est une téléconsultation. Et je pense que c'est ou dans les instituts de formation de paramédicaux d'accompagner un patient qui doit avoir une télémédecine. C'est quelle est ma place en tant que soignante vis-à-vis du médecin, vis-à-vis du patient, pour que personne soit lésé, que je sois pas en trop. La simulation, c'est rentré dans les mœurs maintenant. Plus la première fois sur un patient. Maintenant, télémédecine en formation, quoi. Voilà. Pour comprendre les chiffres, 15 mars 2020, c'était la première vague confinement généralisé de la France. Donc, si on regarde les 15 premiers jours, les 15 derniers jours du mois de mars, tout le monde s'est équipé en solutions de téléconsultation, et puis les Français essaient de faire du télétravail comme ils pouvaient. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en avril 2020, sur les 30 jours d'avril, on a 97 000 téléconsultations qui ont été réalisées. Le mois suivant, donc, on était déjà
57 000, 60 000, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que les ORL qui devaient faire des téléconsultations, ça ne marchait pas terrible, quoi. Donc il y a eu un effet d'apprentissage. Et donc finalement, effectivement, il y a une grosse baisse entre 2020 et 2021. Mais moi, ce que je vous invitais aussi plutôt à regarder, c'était juste avant le Covid, janvier, février 2020, ou même avant. Et puis aujourd'hui, où on voit quand même que la téléconsultation, elle a fait un bond extraordinaire. Quand on voit qu'aujourd'hui encore, on a un médecin sur 3, un médecin généraliste sur 3 qui fait encore une téléconsultation, au moins une par mois, ça montre qu'il s'est passé quelque chose. Alors c'est que 1 sur 3, on en a, je crois qu'on était à 70% ou 80% des médecins généralistes en 2020 qui avaient fait au moins une téléconsultation dans l'année. Donc il y a eu des déçus, c'est très vrai, mais en même temps on a franchi une étape et je crois qu'on est en capacité de capitaliser là-dessus pour encore aller plus loin.